Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par partager mon écran. J'aurais besoin que vous me disiez si tout est bon de votre côté. Tout, Alors, tout c'est est, tout est parfait, bon. Julie. C'est parfait. Tout est bon. Et donc, Étienne enregistre également. Merci, Étienne, d'avoir démarré l'enregistrement. Ce webinaire donc, est enregistré. Et comme habituellement, vous aurez accès donc au replay et également, Alexandre, si vous en êtes d'accord, on mettra le support sur notre site internet. Parfait, très très bien. Je voulais commencer par vous remercier déjà pour cette invitation. C'est vraiment toujours un plaisir pour nous de pouvoir avancer sur ce défi qui est l'augmentation de la participation au dépistage en général. Vous savez, on a une priorité autour des dépistages dans le cadre de nos actions et on vise à une augmentation de 1 million du nombre de dépistages d'ici 2025. Donc, il y a vraiment beaucoup à faire et nous, à l'Institut, on est persuadés que les collectivités territoriales et les territoires en général ont un rôle vraiment prépondérant dans cette stratégie d'augmentation de la participation et c'est ce qu'on va chercher à développer aujourd'hui. Très rapidement pour le sommaire, je vais vous faire une petite présentation de l'INCA et de ce qu'on fait au niveau des collectivités territoriales. Ensuite, on aura ma collègue Sarah Derry qui vous évoquera les généralités sur les cancers du sein en France et leur dépistage. Je ferai ensuite un focus sur l'alcool, premier facteur de risque de cancer du sein. Et ensuite, on rentrera vraiment dans le dur sur qu'est-ce que les collectivités peuvent mettre en place, comment on crée le terreau favorable, comment on construit sa stratégie, et le plus possible émaillé d'exemples concrets. Et on finira avec deux exemples vraiment concrets. Le premier de Montpellier, vraiment un très très beau projet systémique et avec un accent vraiment très intéressant sur les inégalités sociales de santé. Et enfin, un deuxième projet plus petit mais très intéressant parce que porté par un territoire rural où bien sûr les ressources sont contraintes et c'est toujours aussi intéressant de prendre ça en compte. Donc, je commence très rapidement par une présentation de l'Institut national du cancer, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, nous sommes l'agence de cancérologie de l'État. Nous, on a en charge de coordonner l'ensemble de la lutte contre le cancer. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'ensemble du continuum de la lutte contre le cancer, de la prévention, en passant par les soins, mais aussi l'après-cancer et la recherche, etc. Et on a une stratégie, on va dire, clé de voûte, qui est la stratégie décennale de lutte contre les cancers qui court jusqu'en 2030. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette stratégie décennale, elle met vraiment en avant, contrairement aux anciens plans cancer, la dimension prévention. C'est vraiment la priorité. C'est une énorme part, c'est presque 100 mesures sur l'ensemble de la stratégie. Donc voilà, une vraie priorité. Et elle cherche aussi, contrairement à avant, à mobiliser des nouveaux acteurs dans cette stratégie de prévention. Avant, on était sur des préventions, des stratégies qui étaient quand même très médicales, mobilisées, le premier recours, etc. Là, on ouvre, on va vers l'éducation nationale, des acteurs du social, du médico-social, mais en fait, surtout vers les collectivités, puisque en fait, on s'est rendu compte, enfin, on le savait déjà, mais que vous aviez les collectivités, les territoires, il y a quand même des compétences qui permettent d'actionner des leviers et de toucher les déterminants de la santé que nous, professionnels de la santé, on ne peut pas toucher ordinairement. Je parle de l'urbanisme, des stratégies de transport, de l'éducation aussi, de l'achat public, etc. L'autre intérêt de travailler avec les collectivités, c'est que elles sont très proches de leurs citoyens et elles ont la possibilité de faire ce que nous, on n'arrive pas trop à faire, c'est-à-dire de personnaliser les actions, d'aller toucher des publics qui sont difficiles à atteindre, etc. Et ça, c'est important quand on parle d'inégalité. Et nous, notre stratégie, c'est finalement de tendre vers l'intégration de la santé dans toutes les politiques. Donc, comment on s'y prend pour travailler à ce niveau-là? On a en fait une stratégie en deux blocs. Une première stratégie à destination de l'ensemble des collectivités territoriales en France avec des outils, on produit des outils, et de l'autre côté, on a un club de collectivités qui rassemble des collectivités qui sont très engagées pour la prévention des cancers et qui nous permet aussi de montrer un petit peu les bons élèves, on va dire. Du côté des outils, on a premièrement un appel à projet qui s'appelle l'appel à projet Zéro Exposition, qui est à destination des collectivités mais des territoires en général et qui cible les publics jeunes. On pourra vous transmettre l'information, il va être relancé pour l'édition 2025 la semaine prochaine, donc on vous transmettra cet appel à projet. On a une grosse activité de production de guides, de supports méthodologiques. Vous avez peut-être vu passer notre guide sur l'aménagement des territoires et la prévention des cancers. On a aussi un guide sur les sources de financement que les collectivités peuvent mobiliser
mobiliser pour financer des actions. On a un guide également en cours sur des fiches pratiques sur l'aménagement et on en a pas mal dans les tuyaux également à venir pour les mois et années à venir. Et on a également des actions de valorisation, de sensibilisation, comme par exemple notre trophée des collectivités qui permet de valoriser les actions innovantes et efficaces pour prévenir les cancers. De l'autre côté, le club, donc là qui réunit des collectivités qui sont très très mobilisées, il a pour objectif de fédérer, de mobiliser les collectivités, de mutualiser les moyens. Et nous aussi, c'est une enceinte qui nous permet de faire passer les bons messages de prévention, etc., et de faire monter en compétence les collectivités sur ce sujet-là. Ce club, il se traduit par la signature d'une charte pour les collectivités qui sont adhérentes, une charte qui est structurée autour de 4 axes et de 12 engagements opérationnels qui permettent en fait aux collectivités signataires de vraiment marquer leur engagement. Mais j'ai envie de dire, à travers cette charte, c'est aussi l'Institut qui s'engage, puisque les collectivités membres du club peuvent bénéficier d'un accompagnement personnalisé de la part de nos équipes. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations par rapport à la participation à ce club. Et là, une dernière quête sur qui sont les membres du club. Il y en a à peu près aujourd'hui une quinzaine, un peu plus si on considère qu'il y a des EPCI et des départements. J'ai fait le calcul là avant de venir. Quand on regarde le nombre d'habitants, on est presque sur un périmètre de 7 millions d'habitants à l'échelle française. Donc notre club est quand même déjà plus un petit club. Et je vais maintenant passer la parole à ma collègue Sarah Derry, qui va vous faire un petit panorama des cancers du sein en France et de leur dépistage. Sarah, je crois qu'on ne t'entend pas. Non, on ne t'entend pas. Bon. Est-ce que tu veux venir dans mon bureau? Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ah bah là, on t'a reperdu, j'ai l'impression. Non. Je ne sais pas, est-ce que ça fonctionne? Ouais, c'est bon là. D'accord. Alors, moi, je vous entends pas, mais c'est pas grave. On va continuer comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou j'essaierai de régler le problème un petit peu après. En tout cas, si vous m'entendez, c'est déjà ça. Donc, sur le programme de dépistage des cancers du sein. Donc, on a trois programmes organisés de dépistage. On a le dépistage du cancer du col de l'utérus, le dépistage du colorectal et le dépistage du cancer du sein. Donc, il s'agit vraiment de programmes qui vont être encadrés par un cahier des charges, par un arrêté, avec vraiment des modalités qui sont définies de façon extrêmement spécifique, un cadre qui est vraiment très voilà, très défini, très ancré, et dont les acteurs ne peuvent pas finalement ne peuvent pas sortir pour permettre vraiment d'atteindre les objectifs du dépistage pensé comme un programme de santé publique évalué et qui se base sur des données probantes. Donc ça, c'était juste pour introduire ce dépistage organisé du cancer du sein. Donc en France, le cancer du sein, c'est plus de 60 000 nouveaux cas par an en 2023. Ça représente 12 000 décès par an. Ça, c'était pour les chiffres de 2018. Et c'est le premier cancer en termes d'incidence chez la femme. Donc aujourd'hui, on a presque 1 million de femmes qui sont touchées par ce cancer du sein. Donc, sur quelques chiffres clés pour avoir vraiment en tête finalement les grandes lignes de ce dépistage et de ce cancer du sein. Donc, en termes de mortalité, on est sur une mortalité qui est en baisse depuis les années 1990, tandis qu'on est sur une incidence qui est vraiment en augmentation. Donc, c'est notamment dû à l'évolution des traitements et aussi à la mise en place du dépistage qui a permis de détecter de très nombreux cancers à des stades bien plus avancés, de pouvoir les traiter et augmenter significativement, évidemment, la guérison et faire baisser le taux de mortalité. Donc,
Sur l'âge moyen au diagnostic, en 2023, on était à 64 ans. Et on a près de 80% des cancers du sein qui vont se développer après 50 ans. Donc on est vraiment sur des bornes d'âge qui sont assez marquées. Donc sur le taux de survie net standardisé pour les femmes diagnostiquées, donc pour la période 2010 à 2015, on était à 88% à 5 ans. Donc on est quand même sur un cancer qui est de très bon pronostic, mais avec un volume de décès important puisqu'il a une très très forte incidence. Et on a la survie des personnes atteintes du cancer du sein, donc comme on disait, qui s'est vraiment améliorée au cours du temps. Je sais pas, je vous entends toujours pas, mais si vous m'entendez, on continue comme ça. Donc, justement, on parlait de l'incidence. Alors, le schéma est très flou et très petit parce que, en fait, c'est les derniers chiffres, vraiment les tout derniers chiffres qui sont sortis. Donc, on n'a pas encore pu vraiment produire des graphiques sur ces chiffres-là, mais ça nous donne déjà quelques informations. C'est que, déjà, on voit l'incidence qui est, pour les femmes de 40 ans, qui est assez faible et finalement qui augmente assez légèrement. Et ça, c'est aussi à mettre en perspective avec les bornes d'âge du dépistage. Et donc, les femmes de 40 ans sont moins concernées et c'est pour ça qu'elles ne sont pas incluses dans le dépistage organisé. Et on a également une hausse qui est significative cette fois de l'incidence pour les 70 ans. Donc, c'est la courbe bleue qu'on voyait en. Merci. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'en termes d'âge, on a vraiment des périodes, des bornes d'âge qui sont très marquées, puisque près de 80% des cancers du sein vont se développer après 50 ans. Et donc, finalement, il y a il y a différents antécédents qui doivent être pris en compte, les antécédents personnels de maladie. Donc, on a évidemment les cancers du sein, mais aussi de l'ovaire ou de l'endomètre, les antécédents familiaux de cancer et les prédispositions génétiques au cancer du sein, donc qui concernent notamment certains types de cancers. Donc finalement, c'est une personne qui possède un ou plusieurs de ces facteurs de risque, qui sont des facteurs de risque non évitables évidemment, peut ne jamais développer un cancer, mais évidemment à l'inverse, il est possible qu'une personne n'ayant aucun facteur de risque soit atteinte de cancer, et de ce cancer du sang notamment. Est-ce que Alexandre, tu voulais parler des facteurs évitables ou tu veux que je continue comme je Non, vas-y, j'entends. continue sur ta lancée, ouais, continue. Ok, d'accord. Donc, on connaît aujourd'hui ce qu'on disait sur les facteurs évitables, un certain nombre de facteurs de risque du cancer du sein, mais il y a encore des incertitudes quant à la proportion, à l'implication, à la hiérarchie de ces facteurs sur l'apparition d'un cancer du sein. En tout cas, ce qu'on sait, et ça on le retrouve évidemment sur les autres localisations de cancer, c'est que les facteurs de risque qui sont liés à nos modes de vie sont vraiment mis en cause dans l'apparition du cancer du sein et notamment la consommation d'alcool. Donc ça, c'est vrai que c'est un point, Alexandre fera un focus tout à l'heure parce que c'est un point très important à avoir en tête. Il y a la consommation de tabac qu'on retrouve aussi dans de nombreuses autres localisations de cancer, le surpoids, le manque d'activité physique et puis également certains traitements hormonaux de la ménopause qui est là du coup plus spécifique à ce cancer du sein. Et par ailleurs, on a un facteur de protection, ce qui est assez rare dans le champ des cancers. On a un facteur de protection qui est l'allaitement maternel. D'allaiter ses enfants, voilà, il y a des modalités de durée, mais cet allaitement maternel, c'est un facteur de protection. Donc maintenant sur la partie un petit peu plus sur le dépistage organisé du cancer du sein. Donc finalement, pourquoi se faire dépister? Alors d'abord parce que le diagnostic précoce va constituer un moyen d'agir contre le cancer. Dans plus de 9 cas sur 10, donc le cancer peut être guéri quand il est détecté tôt. Et non seulement il peut être guéri quand il est détecté tôt, mais ça entraîne également des traitements qui sont moins lourds et qui vont avoir des impacts beaucoup moins importants sur la dégradation de la qualité de vie de la personne. Et donc, finalement, c'est un chiffre qu'on met pas mal en avant, c'est que pour 100 000 femmes qui participent régulièrement au programme de dépistage, donc régulièrement, c'est-à-dire pendant 7 à 10 ans, 150 à 300 décès pourraient être évités. C'est quand même assez significatif.
Donc ça, c'est de façon plus générale sur la mise en œuvre d'un programme de dépistage organisé. Comme je vous ai dit, ça concerne, en France, on a 3 programmes de dépistage organisés. Et finalement, pourquoi ça concerne le sein, le col de l'utérus et le colorectal? Parce qu'ils répondent à ces critères-là. C'est-à-dire que on est sur une fréquence de la pathologie. On a vu que le cancer du sein, c'est le premier cancer chez la femme. L'existence d'une période où la maladie est asymptomatique, hein, en début de maladie. La population à risque bien définie, on a vu que les bornes d'âge sont extrêmement importantes dans le cancer du sein. La nécessité de pouvoir détecter le cancer le plus tôt possible et l'existence d'un test de dépistage, parce que c'est aussi ça, la clé de ces programmes de dépistage, c'est qu'on doit avoir une méthode, un test de dépistage qui existe et qui est surtout fiable et assez simple à mettre en œuvre. Donc là, c'est le cas de la mammographie. Donc pour retracer rapidement un petit peu la genèse, l'évolution du programme organisé en France. Donc, le programme a été mis en place en 2004. Donc, là, c'est les 20 ans du programme de dépistage pour le cancer du sein. Donc, ça a été mis en 2004. On a vu que on est vraiment sur un programme qui est très cadré de façon légale. Donc, à partir de 2006, il y a la production de ce cahier des charges qui va décrire toutes les modalités de mise en place du programme. On a l'introduction de la mammographie numérique. Donc, on est aussi sur un programme qui mêle innovation technologique. Donc, le programme, de façon opérationnelle, de façon légale, doit à chaque fois s'adapter avec l'arrivée de ces nouvelles technologies numériques sur le marché. Donc, en 2014, on a les recommandations de la HAS sur finalement sur les risques élevés, très élevés. Donc, c'est un petit peu plus spécifique dans le programme. On a en 2015-2016 le lancement de la concertation citoyenne qui va nous permettre d'avoir un petit peu l'avis finalement des femmes, des bénéficiaires sur ce programme et qui a mis en lumière certains points, certains focus, et notamment la douleur lors de la réalisation de l'examen qui constitue un véritable frein pour les femmes au recours hein, à l'examen de mammographie. Donc on a bon, il y a des différentes évolutions, je ne vais pas revenir sur toutes. Il y a la tomosynthèse qui est encore une fois une évolution de technologie numérique qui est en train d'être introduite. Et puis, nous, on a cette priorité dont Alexandre parlait, des plus 1 million de dépistés, donc avec le renforcement de certaines de nos actions. Et puis en 2024, la reprise des invitations par l'assurance maladie. Avant, c'était les centres régionaux de dépistage qui étaient chargés d'envoyer les invitations aux femmes. Et donc, depuis près d'un an, c'est maintenant l'assurance maladie qui va inviter les femmes et qui met vraiment beaucoup d'efforts et qui met l'accent sur essayer d'aller toucher le plus de femmes possible. Donc, via les espaces Amélie, avec un peu la force de frappe de l'assurance maladie, le mailing et les appels téléphoniques. Donc voilà, ça, on parlait un petit peu de la rénovation de l'organisation, de la redéfinition des différents rôles des acteurs du dépistage. Donc ça, c'est les différents documents qui ont jalonné ces évolutions. Donc sur l'organisation générale du programme, donc on a, comme je disais, il y a plusieurs acteurs hein, qui sont partie prenante au niveau national et au niveau régional sur le programme de dépistage. Donc, on a le ministère de la Santé qui fait un pilotage stratégique et financier. On a Santé publique France qui va vraiment s'occuper d'évaluer les données, de fournir aussi des données épidémiologiques. Nous, on est sur de l'expertise, on est sur du pilotage opérationnel, sur l'animation des réseaux des centres de dépistage. Et puis l'assurance maladie qui a repris maintenant cette partie aussi sur les invitations. Donc sur les bornes d'âge, oui, oui, donc tu peux passer sur les bornes d'âge, hein, c'est ce que je disais, c'est ce qui est vraiment important à retenir pour le cancer du sein, c'est que on est sur un programme qui concerne les femmes de 50 à 74 ans. Donc elles sont invitées par l'assurance maladie à participer au programme lorsqu'elles rentrent dans la borne d'âge de 50 ans. Il y a différentes femmes qui ont pourtant un risque un petit peu différent.
puisqu'elles ont déjà eu des mutations génétiques, etc. Mais ces femmes-là, de façon très très spécifique, a été décrit dans le cahier des charges que ces femmes-là seraient quand même intégrées au dépistage. Tu peux continuer. Merci. Donc justement, toujours sur cette éligibilité, parce que c'est aussi les clés un petit peu des programmes de dépistage organisés, c'est l'éligibilité. C'est que finalement, sont éligibles les femmes qui ont un risque moyen. Euh, donc les femmes de 50 à 74 ans, mais les femmes qui ont un risque élevé, donc avec des antécédents personnels de cancer du sein, voilà, il y a d'autres risques qui vont être notifiés, notamment les femmes à risque très élevé avec certaines mutations. Là, on recommande plutôt un suivi spécifique et des consultations spécifiques. Il y a des recommandations de la HAS sur ce sujet-là. La spécificité de la seconde lecture, finalement, c'est une des grandes spécificités euh, qui vient, qui vient vraiment définir le programme de dépistage organisé par rapport au dépistage individuel, puisque les femmes peuvent, euh, de façon personnelle, souhaiter aller se faire dépister. Mais si elles sont pas dans ce programme des 50 à 74 ans et qu'elles n'ont pas reçu l'invitation, là, on tombe dans le dépistage individuel. Par contre, dans ce dépistage individuel, elles n'auront pas accès à cette spécificité de la seconde lecture. Donc, la seconde lecture, elle est centralisée dans les centres régionaux de dépistage des cancers. Et c'est vraiment des radiologues qui sont spécialisés et qui sont formés, qui vont réaliser une seconde lecture. Et c'est un gage finalement de qualité qui est énorme et auquel les femmes voilà, qui ont recours au dépistage individuel n'auront pas accès. Et donc là, on a quelques chiffres pour montrer un petit peu l'impact. C'est qu'environ 6% des cancers détectés dans le cadre du dépistage organisé vont être détectés grâce à la seconde lecture. Donc là, c'était sur le circuit du dépistage en France. Alors, c'est un circuit qui peut être un petit peu complexe vu comme ça. Mais finalement, une fois que les femmes sont invitées par les régimes d'assurance maladie, euh, elles vont rentrer dans un circuit où les différents résultats vont les faire un petit peu naviguer selon les parties prenantes. Et en tout cas, les centres régionaux de dépistage des cancers ont vraiment un rôle sur le suivi de ces femmes-là, être sûr qu'elles réalisent bien leurs examens, être sûr que la communication des résultats se fait bien avec les professionnels de santé, essayer, essayer qu'elles ne soient pas perdues de vue, qu'elles sortent un petit peu du circuit et qu'elles puissent aller jusqu'au bout de leur dépistage et si le cas échéant rentrer dans un parcours de soins. Donc sur la participation au dépistage, donc ici bon c'est un petit peu dur à déchiffrer parce que c'est vraiment les taux de participation par région, mais c'est assez intéressant quand même de voir les fortes disparités qu'on peut avoir selon les régions. Euh, on va pas rentrer plus dans le détail. Euh, Alors ici, c'est un petit peu, voilà, les données commencent un petit peu à être anciennes, mais c'est très compliqué de pouvoir avoir une estimation fiable de la part de dépistage individuel. Donc c'est assez compliqué. Ça, c'est une estimation qui avait été faite par Santé publique France en regroupant plusieurs informations et qui avait été pour 2017 à peu près de 11%. Donc on voit que finalement, un petit peu plus sur les disparités régionales. On pourra y revenir tout à l'heure. Donc, on voit que finalement, ce dépistage individuel, il est aussi à mettre en perspective avec un taux de dépistage organisé qui peut être insuffisant. Voilà. Du coup, on y revient. Oui, on peut. Enfin, du coup, si ça vous intéressait, là, on mettait quelques exemples un petit peu des disparités. Donc, là, on mettait les taux de participation régionaux standardisés les plus élevés. Donc là, on avait la Bourgogne-Franche-Comté, la Normandie, la Bretagne. On a des taux de 54%.
Mais en revanche, on a des très fortes disparités, notamment avec la Guyane, où on est vraiment sur un taux de 15,7%, et la Corse, mais aussi la région PACA. Donc, c'est pas que les DROM qui sont concernés par un très faible taux, mais c'est vrai il y a un vrai sujet, il y a un vrai sujet sur cette disparité de participation. Donc ici, on voulait un petit peu remettre aussi en perspective justement les taux de recours, les taux de dépistage avec l'adhésion des femmes à ce programme du dépistage organisé. En fait, ce qu'on peut voir ici, c'est que là, on avait posé aux femmes, dans le cadre de notre baromètre cancer, les raisons d'avoir réalisé une mammographie au cours des 2 dernières années. Donc, la plus grosse raison, c'était évidemment faire attention à sa santé. Et ensuite, c'était l'âge conseillé pour la réalisation régulière d'une mammographie. Donc, on voit que c'est les bandes d'âge et la cohérence avec l'incidence selon les âges qui est ici en jeu. Et en revanche, sur la slide d'après, on peut voir que les raisons de ne pas avoir réalisé la mammographie, c'est ne pas avoir pris le temps ou par négligence, ne pas y avoir pensé, avoir oublié. Donc finalement, ça montre qu'on on n'est pas sur une adhésion difficile. Hein. C'est les femmes adhèrent au programme. C'est pas la peur des effets secondaires, c'est pas la peur de la douleur, c'est vraiment plus un accès au dépistage. Et le levier qu'on peut mettre en œuvre, c'est de faciliter l'accès au dépistage, c'est d'une façon opérationnelle, mais Alexandre en reparlera, accompagner les femmes, vraiment faire un accompagnement individuel et accompagner, inciter les femmes à aller se faire dépister, mais on ne rencontre pas ici de frein à l'adhésion, et ça, c'est assez important à avoir en tête. Donc voilà, en résumé, et ça, on utilise aussi ces données-là pour essayer de rassurer les femmes quand on essaye de, on essaye de parler dépistage, c'est que finalement, sur 1000 femmes dépistées, on va avoir aucune anomalie détectée pour 910 femmes. Donc ça reste rare, ça reste, voilà, c'est pas parce que les femmes vont aller se faire dépister qu'on va trouver un cancer. Enfin, ça, c'est vraiment la difficulté à trouver un rendez-vous ajoute un frein, mais ça, c'est évidemment le frein. En fait, le frein à l'accessibilité, c'est la difficulté de trouver un rendez-vous, les délais d'attente. Donc, vraiment, c'est des freins qui sont opérationnels et logistiques beaucoup plus que d'adhésion au programme. Mais évidemment, c'est surtout selon les régions, c'est un frein majeur. Et donc voilà, les quelques chiffres un petit peu pour communiquer, pour rassurer. Donc les avantages à participer au DO versus au dépistage individuel. Donc c'est ce qu'on disait, c'est que finalement, pour résumer, on est sur un dépistage dont la qualité va être beaucoup plus assurée. On a plus de cancers infiltrants qui vont être localisés en dépistage organisé. On a plus de chirurgie conservatrice en dépistage organisé. Il y a moins d'attente à distance, mais voilà, là, c'est logique. Et il y a moins de chimiothérapie. Donc, on est sur quelque chose de plus performant. Et donc, justement, ce qu'on disait, pour les leviers et les freins, donc pour les freins, on a les délais d'attente, les obstacles logistiques qui sont vraiment les premiers freins identifiés dans ce dépistage. Le frein financier, parce que même si le dépistage est pris en charge à 100%, ça peut entraîner certains examens complémentaires, notamment l'échographie, qui là n'est plus prise en charge à 100%. Donc, on a la douleur qui est liée à l'examen, qui est aussi un frein qui a été vraiment pointé du doigt par les femmes et les bénéficiaires. Donc, l'appréhension de la douleur liée à la réalisation de la mammographie. Et puis, le manque d'informations sur la maladie, sur le déroulé de l'examen. Et donc, dans les leviers, et juste pour finir, voilà, donc dans les leviers, l'amélioration, l'homogénéisation des pratiques, l'amélioration des modalités organisationnelles, hein, on revient toujours sur cette logistique, et le renforcement de l'information. Donc justement, sur le renforcement de l'information, l'Institut national du cancer met à disposition vraiment des acteurs et notamment des collectivités, des outils d'information qui ont été beaucoup travaillés pour essayer de toucher le plus de femmes possible. Donc on a un dépliant qui explique un petit peu qu'est-ce que le cancer du sein, qu'est-ce que le dépistage, etc.
On a un dépliant en version simplifiée et on a un dépliant en plusieurs langues étrangères. Je crois que j'ai encore un exemple des quelques outils qu'on a. On a également un espace, je fais mon dépistage.ecancer.fr, un espace où on peut vraiment retrouver sur ces pages internet toutes les informations et notamment la liste des radiologues agréés selon les régions chez qui les femmes peuvent prendre rendez-vous. Et donc, on a beaucoup plus d'outils. Et sur le cancer du sein, on a vraiment une très belle panoplie d'outils qui sont à votre disposition. Donc, comment se les procurer sur la page de commande en ligne, voilà, c'est bien indiqué ici, ou via l'adresse mail infodépistage. Vous pouvez les commander gratuitement. Donc finalement, les grands enjeux autour du cancer du sein. Donc on a trois grandes catégories. On a côté prévention, c'est la méconnaissance des facteurs de risque et notamment du lien entre alcool et cancer du sein. Et ça, Alexandre va faire un focus et enfin, c'est vraiment un point central dans les enjeux du cancer du sein. On a des dynamiques qui sont préoccupantes avec les consommations de tabac et d'alcool chez les femmes. On a les inégalités sociales et territoriales, ça on l'a vu. On a vu puisque l'incidence c'est aussi le reflet d'inégalités en termes de prévention. La littératie en santé, donc ça Alexandre va revenir dessus. Côté dépistage, on a donc l'amélioration de la participation. La personnalisation des dépistages, la stratification du risque, voilà, c'est aussi des choses sur lesquelles on travaille pour améliorer un dépistage plus personnalisé. On a la prise en compte de la douleur lors de la réalisation de l'examen, des nouvelles technologies qui arrivent aujourd'hui sur le marché qu'il va falloir évaluer euh, et intégrer dans le dépistage organisé, notamment l'intelligence artificielle et la tomosynthèse, de pouvoir renforcer aussi le ciblage des populations les plus défavorisées, parce qu'on a vu que c'est aussi un programme national de santé publique qui est très touché par les inégalités sociales, et de pouvoir informer et proposer vraiment aux femmes un choix libre et éclairé. Et pour finir sur le côté soins et après cancer, finalement avoir une prise en charge, voilà, psychologique et esthétique. Enfin, il y a pas mal de choses aussi sur ce terrain-là. Une prévention tertiaire, donc là, on revient sur les facteurs de risque, sur la consommation du tabac, la consommation de l'alcool, et un retour à l'emploi. Je laisse la parole à Alexandre. Merci Sarah. Alors, je continue, je vais devoir aller assez vite, donc je vais peut-être passer certains éléments, mais n'hésitez pas à nous réinterpeller dessus ensuite pendant la discussion. Là, le premier message qu'on voulait faire passer par rapport à Octobre Rose, c'est qu'on pense que c'est très bien de communiquer et de mobiliser les femmes sur la participation sur les dépistages du cancer du sein, mais que ça serait bien de tendre vers une intégration de la prévention de primaire dans les messages qui y sont associés. Et là, je vous fais un petit focus sur l'alcool pour alimenter justement ce plaidoyer. Alors, l'alcool, deuxième facteur de risque de cancer en France, deuxième cause de mortalité, un coût social de 102 milliards d'euros par an. Voilà, premier facteur de cancer du sein, c'est à peu près 8000 cas par an. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, notamment pour le cancer du sein, l'alcool augmente le risque de cancer du sein dès la première goutte. Donc, les repères de consommation qu'on a, pas plus de 2 verres et pas tous les jours, c'est des repères de consommation à moindre risque, mais même en dessous de ces repères, en fait, une femme augmente son risque de contracter un cancer du sein. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a une sensibilité accrue des femmes vis-à-vis de l'alcool pour différentes raisons, hein. Le taux d'alcoolémie qui augmente beaucoup plus rapidement. Elles sont par ailleurs beaucoup plus vulnérables en fait par rapport à la consommation, notamment par rapport aux vulnérabilités chimiques, hein, et aux violences, etc. Viol. Donc ça, c'est pas directement lié au cancer, mais c'est quand même quelque chose qui est aujourd'hui bien problématique. Et enfin, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'à consommation identique, le risque de trouble de l'usage de l'alcool avec dépendance notamment serait jusqu'à 20 fois plus élevé chez les femmes. Et là, j'ai même pas mis sur la slide les impacts beaucoup plus aussi marqués sur le foie que chez les hommes, etc. Donc, quand on regarde les dynamiques de consommation, on se rend compte que la consommation générale en France, elle a tendance à diminuer. Mais par contre, il y a un problème, c'est que les alcoolisations ponctuelles importantes, ce qu'on appelle le binge drinking, lui, il stagne et notamment, et même il augmente chez certaines populations, et notamment les femmes
notamment les femmes cadres de plus de 35 ans, et notamment aussi chez les jeunes. Et ça, c'est ce que Sarah soulignait tout à l'heure quand on parle de choses qui sont préoccupantes. C'est très préoccupant parce que ça va se répercuter sur l'incidence des cancers du sein. Enfin, on sait que 10% des 18-75 ans consomment à eux seuls 54% de la consommation d'alcool total en France. Donc, il y a vraiment des personnes à cibler en priorité. Toutefois, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme le risque commence dès la première goutte, il ne faut pas avoir non plus qu'un ciblage sur ce qu'on considérait comme étant des personnes alcoolodépendantes. Il faut vraiment parler à tout le monde. Et bon, il y a des très fortes inégalités au niveau des territoires, on pourrait y revenir si vous le voulez. Il y a également beaucoup de mauvaises conceptions, de mauvaises informations et de mauvaises perceptions au niveau du risque alcool. Notamment, beaucoup de personnes pensent que le risque commence si on a vraiment une consommation quotidienne. Encore une fois, c'est pas vrai. 23% des personnes interrogées pensent que le vin a un effet protecteur. Ça, c'est très très facile à débunker, mais ça reste encore bien présent. Et enfin, un énorme problème aussi, c'est que seulement 5% des répondants à notre baromètre cancer déclarent que leur médecin leur a posé la question de leur consommation d'alcool. Donc le niveau de repérage est vraiment problématique en France. Bien sûr, on est conscient que ça reste un sujet tabou, ça ne devrait pas l'être. Et donc, du coup, il faudrait quand même avancer sur cet aspect individuel de la prise en charge du risque alcool, notamment en rappelant les repères de consommation, en poussant les personnes aussi à faire de l'auto-évaluation. Notamment, il y a le bon outil de Santé publique France d'alcomètre qui peut être utilisé. On sait que c'est efficace. Former les professionnels de santé au repérage systématique et aussi faire la promotion de dispositifs efficaces qui existent, Alcool Info Service, les structures d'accompagnement et vraiment mobiliser l'ensemble des professionnels qui sont présents sur le territoire. Et enfin, nous, l'INCa, on n'a pas de problème avec ça. On fait la promotion du Dry January et on ne peut qu'encourager les collectivités qui le souhaitent à le mettre en place. Ça, c'était pour le volet individuel. Ce que les collectivités peuvent faire aussi à un niveau collectif sur l'environnement, c'est agir sur l'offre d'alcool, parce que ça, on sait que c'est aussi quelque chose qui est très efficace de réduire les débits de boissons ou de réduire leur ouverture dans le temps. C'est notamment très efficace chez les jeunes. La disposition de fontaines à eau dans l'espace public, ça peut paraître aussi complètement anodin, mais ça a des impacts. Et enfin, je ne peux que inviter les personnes autour de la visio à penser à une réduction de la présence du marketing. Je peux revenir dessus après sur l'impact que ça a sur les jeunes et sur aussi des personnes qui sont en sevrage alcoolique et qui sont constamment confrontées à des images d'alcool. Voilà, c'est des stratégies qui sont importantes parce que ça permet de ne pas se centrer uniquement sur les individus et elles sont véritablement efficaces. Et enfin, petit coup de gueule par rapport à Octobre Rose, et là j'en appelle à la vigilance aussi collective, il faut bannir ce type de pratique, hein, c'est du pinkwashing c'est également des techniques de la part de l'industrie alcoolière pour cibler les femmes, hein, et on sait que les femmes sont matraquées par la publicité alcoolière. Donc, je vous invite collectivement à refuser ce type de communication et de promotion marketing qui est complètement, enfin, on marche sur la tête. Enfin là, j'en arrive au cœur de la présentation, qui est un plaidoyer pour montrer que les collectivités et les territoires sont des acteurs majeurs de la promotion du dépistage organisé des cancers du sein. Et nous, notre constat, c'est que ce qu'on voit, c'est que les collectivités, elles aiment beaucoup communiquer, elles aiment beaucoup faire de l'événement, et on le comprend. Et notamment sur les dépistages, on a énormément d'actions sur Octobre Rose, mais ces stratégies, elles sont malheureusement souvent uniquement centrées sur de la communication grand public. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, hein. Je veux dire, il y a des collectivités qui font des choses très intéressantes, on le verra après. Mais voilà, la communication grand public, on le sait, elle a tendance à creuser les inégalités sociales, donc ça pose problème. Et enfin, ce qu'on observe aussi parfois, c'est un certain manque de continuité dans les actions et surtout des actions one-shot et une concentration totale sur Octobre Rose. Et c'est aussi ça qui peut être problématique. Et on estime qu'il y a aujourd'hui vraiment beaucoup de marge de progression pour que les collectivités soient encore plus soient encore plus présentes en termes de promotion du DOCS. Mais il faudrait qu'elle sorte d'un exercice qui soit uniquement de la communication, surtout qu'elle renforce le ciblage. Aujourd'hui, c'est ça l'objectif majeur si on veut faire progresser la participation. Il faut personnaliser, il faut accompagner, il faut prendre les femmes par la main, il faut aller les voir. Et enfin, quand je disais ne pas se concentrer uniquement sur de la com, c'est agir aussi sur l'environnement. J'y reviendrai. Ce qui est aussi important de comprendre en termes de rôle des collectivités, c'est leur rôle dans la mobilisation des parties prenantes du territoire. Et je vais prendre l'exemple du projet Déclic, qui est un projet de recherche qui a été mené à l'Université de Nanterre, où ils analysaient les inégalités de participation à une échelle infracommunale et ils se rendaient compte que dans certains quartiers qui étaient très populaires, il y avait une bien meilleure participation qu'ailleurs, et notamment dans des quartiers qui étaient plutôt favorisés.
ils ont regardé ce qui se passait et en fait, ils se sont rendus compte que c'était le dénominateur commun à chaque fois, c'était l'implication et la mobilisation des collectivités. Quand la collectivité, elle affichait le fait qu'elle voulait y aller, généralement, il y avait un effet d'entraînement et c'était ça, en fait, qui était vraiment explicatif des taux de participation bien meilleurs. Donc, là, cette slide, en fait, sur comment créer le terreau favorable et comment justement se lancer, le petit 1 paraît complètement anodin, mais en fait, c'est toute la différence, c'est afficher son ambition politique. À partir du moment où une collectivité affiche son ambition politique de vouloir, de vouloir augmenter la participation au dépistage et de vouloir faire de la prévention, etc., de la promotion de la santé, encore une fois, il y a un effet d'entraînement. Ensuite, à partir de ça, on peut beaucoup mieux sensibiliser, former les agents, les partenaires. Ensuite, j'y reviendrai, il y a l'importance de diagnostiquer parce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour décloisonner. Trouver les bons partenaires, j'y reviendrai. Fédérer autour de projets transversaux, j'ai envie de dire tester, expérimenter, ne pas avoir peur de se tromper, évaluer pour pouvoir modifier les choses et les améliorer. Et enfin, la participation des publics cibles. Donc, avec ces 6 points, on a un petit peu voilà, une petite recette qui peut être adaptée, certes, mais une recette qui permet de faire décoller aussi un peu la fusée. Ensuite, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de créer un copil qui sera dédié à la prévention des cancers du sein. Ça paraît anodin, ça paraît peut-être trop sectorisé, ça n'a pas besoin d'embarquer trop de monde, mais c'est quand même une façon d'afficher son ambition politique. On s'en est rendu compte, notamment dans le cadre de la campagne HPV, que les collectivités ou les territoires où il y a eu une bien meilleure participation à la campagne de vaccination scolaire, c'était les territoires qui avaient mis en place des copiles qui permettaient un échange entre les parties prenantes. Et on a vu, et notamment dans le cadre du projet Déclic, que le triptyque pour piloter ce copil CLS, Atelier Santé Ville, CMS ou CPTS, CPTS n'existait pas à l'époque, mais c'est vraiment le triptyque qui est pertinent et qui peut bien fonctionner. Ensuite, on essaye d'embarquer très très large l'ensemble des acteurs de la santé, essayer aussi d'élargir au CCAS, le service communication, urbanisme, l'aide alimentaire qui se trouve sur votre territoire, les conseils de quartier, etc. Et bien sûr, la mobilisation des habitants. Notamment, il y a des projets très intéressants qui créent des relais des habitants ambassadeurs et c'est toujours intéressant de les embarquer dans ce type de copie. Enfin, essayer de mobiliser l'ensemble des mécanismes de coordination et de planification à l'échelle des territoires, type CLS, le PLU. En fait, tout ça, en faisant des passerelles, ça solidifie votre édifice stratégique, j'ai envie de dire. Et en fait, ça permet aussi de lutter contre le turnover parce que quand une personne, elle bouge, c'est parfois compliqué si c'est pas ancré dans le marbre. Et ensuite, il y a tout cet enjeu une fois qu'on a réuni ce groupe, de co-construire un socle de connaissances communes et un langage commun. Donc, on peut repartir des diagnostics de CLS qui sont souvent bien fournis sur le taux de participation des ODI, les comportements, voilà, le tabagisme, etc., les données socio-éco et tout. Mais nous, ce qui nous paraît vraiment important, c'est d'aller sur un volet beaucoup plus qualitatif, d'identification des freins et des barrières, donc la participation citoyenne, d'essayer aussi d'analyser de manière un peu fine l'engagement des acteurs locaux pour voir qui va être moteur, là où ça pourrait bloquer, donc et d'avoir une analyse stratégique de ces aspects-là. Et enfin, sur un volet plus environnemental, de regarder quelle est la morphologie du territoire, comment on peut faire face à des phénomènes de coupure urbaine, etc et également analyser les pratiques spatiales qui en découlent. Ensuite, une fois qu'on a tout ça, on peut construire sa stratégie macro. Mais alors là, enfin, on ne peut pas tout faire, donc il faut prioriser. Et je prends souvent cet exemple de la ville du Havre, où on est allé il n'y a pas longtemps pour la signature de la charte, où eux, ils ont un problème, c'est qu'ils ont une surmortalité par rapport au cancer du sein, mais ils étaient très étonnés parce qu'il n'y a pas de surincidence. Là, on est en face typiquement de quelque chose qui doit alerter quand on a ces données-là. Ça veut dire très probablement qu'il y a un problème de ciblage des populations. Et donc, quand on a ce type de signaux par les données, ça doit tout de suite alerter tout le monde autour de la table du COPIL, de se dire, c'est ça notre priorité, c'est d'aller cibler les populations qui ne participent pas. Là, très probablement, je ne sais pas si vous connaissez la démographie du Havre, mais voilà, ça se passe dans les quartiers qui sont très populaires, ouvriers. C'est là où il faut aller. Ensuite, on identifie les ressources parce que c'est ça qui va permettre de faire le plan d'action, le qui fait quoi. Puis ensuite, et c'est ça aussi un des messages majeurs qu'on voulait passer avec cette présentation, on rythme ces interventions et on ne reste pas que sur Octobre Rose, on essaye de faire des choses toute l'année et des choses complémentaires. Donc on ne parle pas que du dépistage, on peut parler de l'alcool, du tabac, de l'activité physique, on peut parler de la santé des femmes, on peut aller vraiment très très loin. Pendant Octobre Rose, pendant Mars Bleu, on peut faire des rappels en disant que même si c'est Mars Bleu, ben, on peut faire aussi ces dépistages
des cancers du sein. Enfin, voilà. On essaye aussi de réserver des créneaux chez des radiologues pour pouvoir prendre les femmes par la main et les amener directement. Voilà, essayer d'avoir quelque chose de global et pas uniquement centré sur de la communication, parce qu'encore une fois, ça, c'est l'assurance de creuser certaines inégalités sociales. Je vais passer cette slide parce que je ne vais pas avoir le temps, mais ce qui peut être intéressant pour construire une stratégie systémique, c'est de vous reposer sur un modèle de changement de comportement. Là, c'est un modèle qui est très très simple, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus complets, mais en gros, ce modèle, il nous dit que pour qu'il y ait une participation au dépistage, il faut actionner ces trois niveaux, ces quatre niveaux, et du coup, ces quatre niveaux devraient être vos quatre niveaux d'action dans votre plan d'action. Pour le premier niveau, au niveau de l'information, des connaissances, de la littératie en santé, je voulais faire un focus sur la littératie parce que c'est aujourd'hui une nouvelle façon de voir, en fait. Enfin, c'est pas si nouveau que ça, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup plus prendre en compte parce que ça permet de sortir juste de cet aspect communicant et d'introduire de la promotion de la santé dans la communication. Je rappelle quelques données de l'enquête sur la littératie en santé qui a été menée à l'échelle française. 73% des adultes ont des difficultés pour pouvoir accéder, comprendre, évaluer et utiliser l'information utile pour naviguer dans le système de santé. 72% des adultes ont des difficultés pour utiliser des outils numériques. Pareil pour, enfin voilà, des informations utiles pour leur santé, 44% qui ont des difficultés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la littératie en santé, c'est la capacité d'accéder, de comprendre, d'évaluer et d'appliquer des informations pour pouvoir prendre des décisions en ce qui concerne le soin, la prévention, la préservation et la promotion de sa santé. Donc c'est quelque chose qui est vraiment relativement complexe et pour lequel je ne peux que, je ne pourrais pas faire un cours magistral là, sur la littératie, mais à mon avis, c'est quelque chose qui doit être poussé au niveau des organisations des collectivités territoriales aujourd'hui. Donc je vous renvoie aux deux guides de référence et je ne peux que vous conseiller d'appliquer les principes de la littératie à l'ensemble des canaux de communication que vous utilisez, que ce soit de l'affichage, de la communication écrite, la presse également, mais des communications orales, les stands, l'événementiel, la radio, et également pour vos communications, on va dire, web. Ça, c'est des petits extraits, je les passe, hein, mais c'est, on va dire, les 10 best practices, on va dire, à chaque fois pour chacun des canaux de communication. Donc, encore une fois, je ne vais pas faire un cours magistral sur la littératie. Il y a des choses, il y a des outils qui existent. Je ne peux que vous conseiller de les regarder. C'est très important. Par contre, ce que je peux, enfin, j'aimerais insister sur le fait que aujourd'hui, pourquoi la littératie en santé, ce n'est pas une thématique qui avance beaucoup en France? C'est parce qu'on insiste énormément sur la dimension individuelle de la littératie, alors qu'en fait, c'est aux organisations de se rendre compte qu'elles ont un rôle à jouer et que c'est elles qui ont une responsabilité en termes de littératie. Et pour ça, quelques pistes pour développer cet aspect organisationnel. Déjà, il faut comprendre qu'il y a un contexte réglementaire qui est souvent pas appliqué. Il y a des lois sur le handicap, etc., qui imposent certaines choses au niveau de l'accessibilité de l'information. Il faut sensibiliser, former, ne pas hésiter à toquer à la porte de Santé publique France, ils seront ravis de le faire, ou des associations promo santé aussi, ils savent le faire. Adopter des approches de conception qui soient universelles, porter un regard critique sur ces orientations et ces pratiques, mettre en place un groupe de relecture qui relie tout ce qui sort des services pour s'assurer que ça fonctionne et favoriser la participation des citoyens, etc. et prétester ces messages. Ça, c'est des très, très bonnes pratiques. Ensuite, là, toujours sur de l'information, mais également sur les aspects qui sont plus liés à la confiance et à l'attitude, aux intentions dans notre modèle comportemental. Il faut bien comprendre que quand on fait la promotion du dépistage, on ne fait pas juste une promotion comme ça agressive de dire il faut absolument que vous vous fassiez dépister. Notre rôle, votre rôle en tant que collectivité aussi, c'est d'aider les femmes à prendre une décision qui soit éclairée. Et pour ça, on doit les informer sur les risques qui sont associés au non-dépistage, mais également sur les risques qui existent, hein, qui sont réels qui existe quand on pratique le dépistage. Mais il faut toujours introduire cette notion de balance bénéfice-risque, de contrôle qualité qui sont vraiment au cœur du programme et qui justifient le programme de dépistage organisé. Mais voilà, on ne peut pas faire une promotion sauvage du dépistage. C'est vraiment un enjeu éthique de donner, de délivrer les bonnes informations aux femmes et éventuellement de leur transmettre, de les orienter vers des sources d'informations comme celle de l'Institut, mais il y en a d'autres, pour qu'elles puissent se faire un avis encore plus approfondi. Ensuite, vous avez également des techniques qui sont très efficaces pour lutter contre les fausses informations, qui peuvent exister au niveau des dépistages, mais elles ne sont pas trop fréquentes. Donc, si vous voulez, si ça vous intéresse, on peut y revenir après. Et ensuite, je vous ai mis également des aspects sur l'entretien motivationnel. Ça, c'est peut-être intéressant de former des professionnels de santé à ces aspects-là, parce que ça permet en fait d'identifier les femmes qui seraient plus ou moins hésitantes à se faire vacciner et par ce petit parcours, d'essayer de les motiver et de bâtir en fait une acceptation
du dépistage. On pourrait y revenir si vous voulez. Et enfin, on finit sur le troisième volet de notre modèle comportemental, le rôle de l'environnement. Et là, on a d'un côté un rôle qui est vraiment sur l'environnement physique, de l'accessibilité, etc. On en a un petit peu parlé. Et un autre sur l'environnement social et culturel. Je crois que dans l'ordre, j'ai commencé par l'environnement social et culturel. Et là, en fait, c'est un enjeu que nous, on relie à l'amélioration du ciblage des populations, qui est en fait véritablement aujourd'hui le premier levier pour renforcer la participation. Nous, ce qu'on pourrait recommander, mais c'est que quelques pistes, hein, il y en a d'autres, et on serait heureux d'ailleurs d'en avoir de votre côté si vous avez des retours d'expérience, c'est de travailler avec les CRCDC et l'assurance maladie pour identifier les variations de participation à un niveau infracommunal, pour du coup aller vraiment sur les quartiers, même des fois, ça se joue à l'échelle d'Iris, des fois, donc c'est vraiment des fois microscopique, mais aller vers ces poches de population qui ne participent pas. Penser à mobiliser des partenaires qui sont en contact avec eux. J'ai parlé de l'aide alimentaire, les CCAS, les assistantes sociales. Ramener vers aussi, parce qu'on parle souvent d'aller vers, mais en fait, souvent, il faut prendre les gens par la main et les ramener vers le radiologue. Donc, prendre des créneaux, etc. Faire de la médiation, amener le main mobile en cœur de quartier, etc. Je sais que tout le monde n'a pas de main mobile, mais quand on a la chance d'en avoir un, ça peut être aussi une stratégie intéressante de les utiliser spécifiquement sur des poches de population qui ne participent pas. Il y a des techniques comme le Patient Navigator qui sont également intéressantes. Et on ne peut que vous encourager à adapter les messages quand il y en a besoin sur certaines populations, notamment dans les quartiers où il y a des fortes populations, des fortes postes d'immigration. Et là, on peut avoir aussi recours à de l'interprétariat, etc. Ne pas hésiter à avoir recours à des parcours simplifiés, toujours les réservations de créneaux, je reviens souvent là-dessus, mais aujourd'hui, je pense que c'est vraiment quelque chose qui devrait être généralisé, que les collectivités rentrent en contact avec les radiologues, qu'elles s'assurent qu'il y a des créneaux réservés et qu'elles amènent les femmes, je le dis de manière caricaturale, par la main, mais c'est véritablement ça qui fait la différence aujourd'hui. Et également, il y a des stratégies de rappel, d'envoyer des SMS, etc., qui sont efficaces, mais c'est actuellement un peu à la main de la CNAM, mais bon, pouvez vous rapprocher de votre CEPAM pour en discuter avec elle et voir si vous pouvez avoir des stratégies complémentaires. Et enfin, sur l'environnement physique, il ne faut pas du tout négliger l'impact que ça peut avoir, notamment l'impact que, encore une fois, dans une perspective d'inégalité sociale et territoriale, l'impact des phénomènes de ségrégation socio-spatiale. Sur cette petite illustration, c'est illustré sur l'illustration à gauche, avec ce quartier de l'autre côté de ce périph', de cette grosse rue, qui est probablement un QPV avec des grandes barres, etc., et qui est coupé du reste de la ville, d'un autre quartier, qui lui a l'air d'être le centre, avec un hôpital, une pharmacie, enfin en tout cas tout ce qui assure l'offre de santé. Et donc du coup, il faut penser, il faut analyser le territoire pour identifier ces problématiques-là et surtout les résoudre. Donc là, c'est schématisé de manière, encore une fois, très caricaturale par la création d'une passerelle, de deux passerelles au-dessus de cette grosse route. Bien sûr, c'est souvent pas aussi simple que ça. Des fois, il est possible de ramener l'offre de soins dans ces quartiers-là, mais là aussi, c'est compliqué. On en a parfaitement conscience. Mais en tout cas, travailler sur ces phénomènes de ségrégation, c'est important. Travailler sur les coupures urbaines et justement, à l'inverse, essayer de faire de la couture urbaine, c'est aussi des aspects qui sont particulièrement importants et là, ça joue sur la participation, certes, mais également de manière beaucoup plus large sur la santé, le bien-être et la réduction des inégalités. Donc, ce n'est pas qu'une stratégie par rapport au cancer du sein, bien sûr. Et en termes d'environnement physique, pensez à l'affichage public, parce que ça a aussi un rôle. On peut faire la promotion des dépistages, on peut faire la promotion des comportements favorables à la santé grâce à de l'affichage. Et il existe des ressources où vous pouvez tout à fait en créer et également le créer avec les habitants, parce que ça, c'est aussi un gage de l'acceptabilité aussi des messages. J'ai une petite slide sur l'importance de l'évaluation, j'y passerai pas trop de temps. On a parlé du diagnostic des pré-tests. Ce qui est important, c'est en fait, en amont de vous lancer dans une campagne, dans une stratégie, il faut identifier des indicateurs de suivi et d'efficacité et il faut que vous sachiez quelles ressources, quelles personnes vont être mobilisées pour les collecter, parce que sinon, ça a toutes les chances de tomber à l'eau. Après, pendant que vous êtes dedans, il faut collecter les données en temps réel, ne pas attendre, parce qu'en fait, sinon, on perd des données. Et également, ce qui est important, c'est d'être, même quand on est dans l'opérationnel, d'avoir toujours une posture réflexive sur ce qui est en train de se passer.
Et ensuite, après, on peut rentrer sur de l'évaluation, d'une part, d'impact sur le taux de participation. Donc là, vous rentrez en contact avec les acteurs du domaine. Vous pouvez aussi évaluer les connaissances, les attitudes. Qu'est-ce que ça a produit, vos campagnes? Est-ce que ça a bien été perçu? Est-ce que ça a augmenté les connaissances? Est-ce que ça a favorisé une attitude favorable par rapport au dépistage, etc. Et également, évaluer de façon enfin, intéressante la satisfaction, mais je ne mettrai pas ça en premier. Je pense que ce qui est intéressant quand même à évaluer, c'est plutôt les connaissances et les attitudes. Et enfin, on néglige aussi beaucoup les analyses de processus, mais elles sont très importantes pour améliorer des actions d'une année à l'autre. Et c'est toujours important d'analyser l'utilisation des ressources humaines, des ressources financières, etc., d'analyser les dynamiques partenariales et la mobilisation des parties prenantes pour toujours améliorer, parce que on va se rendre compte que bah, là, il y a quelqu'un qui s'est désengagé, donc il faudra se poser la question de comment le remplacer ou comment le remobiliser. Et de l'autre côté, on se rend compte que ah bah tiens, cet acteur, on ne l'avait pas identifié à la base, mais il est super mobilisé, donc comment l'année prochaine, je peux le réintégrer de manière plus intelligente dans ma stratégie. Et enfin, analyser de manière assez classique les freins et les leviers. Mais c'est quand même l'évaluation, et c'est un message important, un instrument éthique, parce que déjà, ça permet de rendre compte de l'efficacité de notre action. On fonctionne avec de l'argent public, donc ça paraît quand même normal d'évaluer, mais c'est aussi quelque chose d'important pour améliorer votre action d'une année à l'autre. Là, j'avais créé une petite frise en m'amusant d'un exemple de stratégie sur une année, mais on pourrait y revenir après. Et j'ai dépassé un petit peu. J'espère qu'on a le temps de prendre Montpellier pour 2, 3 minutes. Bah, merci beaucoup, Alexandre. Je ne vais pas m'étendre trop parce que, en effet, pour laisser aux questions, mais on a Monsieur Dufour qui est là, bien sûr, on lui donne la parole. Monsieur Dufour, si vous pouvez quand même faire assez court. Après, si vous êtes d'accord, on donnera vos coordonnées pour que si on n'a pas le temps de passer toutes les questions. Mais vraiment, on vous passe la parole. Oui, Merci bonjour. beaucoup. Par contre, j'ai quelques slides, je vais aller très vite, hein, du coup, parce que ça va être un peu contraint, mais si, du côté de monsieur, J'enlève. vous pouvez et, Voilà. et- J'arrête de partager. super, merci. Hop, je vais partager rapidement. Donc, effectivement, hein, c'est dans la continuité de ce qui a été dit par monsieur Vous pouvez Cody. juste vous présenter, Monsieur Dufour. On ne vous a pas présenté. Vous êtes responsable. Je suis responsable de l'unité santé à la ville de Montpellier. Et effectivement, Montpellier, donc ça fait quelques années que nous travaillons sur Octobre Rose. Et donc, ce que j'indique là dans les premières slides, c'est que c'est une initiative au départ politique avec une réelle volonté de faire de la communication illustrée à Montpellier par les parapluies roses que depuis 2017, nous accrochons chaque année. On ne peut plus les enlever parce que leur place et notamment les commerçants du centre-ville nous les demandent chaque année. Et donc, les parapluies roses sont un symbole effectivement qui protège, qui aujourd'hui sont, je crois, déployés dans de nombreuses collectivités et peut-être même pour certains des acteurs présents aujourd'hui. Et donc, de 2017 à 2020, finalement, avec l'arrivée d'un nouvel exécutif, nous avons coordonné un collectif d'acteurs, mais plutôt, comme l'évoquait M. Codigo, sur des actions événementielles et de communication. Et puis, alors, voilà, pour illustrer les actions de communication événementielles, bah, c'était surtout des partenariats avec les clubs de sport, avec des commerçants qui ont souhaité commercialiser ces parapluies qui étaient affichés. Donc, on s'est, nous, trouvé à un moment à vendre des parapluies et à collecter des fonds. Et donc, vous allez voir qu'après, on a réussi à les transformer. Donc, tous les clubs de sport de haut niveau, et on a la chance à Montpellier d'en avoir énormément, s'engagent chaque année avec de nombreuses opérations. 2020, je le disais, arrivée d'un nouvel exécutif qui amène la dynamique d'un contrat local de santé que nous n'avions pas sur le territoire, avec une fiche action, avec un diagnostic de territoire qui a été évidemment réalisé, une fiche action dédiée au renforcement de la prévention des cancers et l'accès au dépistage des cancers. L'expérience des Vaccibus nous a réconforté dans cette logique d'aller vers transformer finalement les actions du collectif Octobre Rose centrées sur de l'événementiel, du festif, de la communication, vers des actions ciblées en territoire, avec notamment un mât mobile. Hein. Alors ça, on sait que tous les territoires ne disposent pas d'une unité mobile qui permet de faire de la mammographie en proximité. Et en plus de ça, en complément, nous avons créé une unité mobile de prévention santé qui s'appelle la MAP. Bon, je ne vais pas vous parler évidemment aujourd'hui, mais dont je pourrais vous partager quelques éléments d'info. Et donc, à partir de 2022, on a réellement donc transformé, avec les fonds récoltés notamment, les actions vers des actions ciblées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Nous en avons 10 à Montpellier. Et donc, nous avons décidé de planifier 2 actions par an sur 2 mois. Et c'est ce que je vais vous présenter en suivant. Juste ce que j'avais noté ici, c'est un point important qu'indiquait M. Comico, notamment et Mme Derry, c'est la dynamique territoriale que peut porter une collectivité.
Nous, on a deux mots-clés dans notre unité, c'est fédérer les acteurs du territoire, fédérer les acteurs de proximité aussi, et l'accès. Faciliter l'accès au public cible, faciliter l'accès des habitants aux campagnes de dépistage et de promotion des cancers. Et donc, c'est vrai qu'on est une locomotive, nous, qui associons tous les acteurs. Et donc, depuis peu, effectivement, les CPTS, notamment, sont des acteurs incontournables sur nos territoires, mais ça, tout le monde le sait. Donc, le projet qu'on présente aujourd'hui et qui illustre un petit peu ce qui a été dit en introduction, c'est un projet qui s'appelle Dans les QPV, 100% des femmes accompagnées vers le dépistage organisé des cancers. Alors, c'est très ambitieux comme affichage. En tout cas, c'est un projet qu'on a co-construit avec l'assurance maladie et le CRCDC Occitanie. On y associe évidemment tous les membres actifs du collectif Octobre Rose, qui sont à la fois des associations, mais aussi des institutions comme le CHU de Montpellier, l'Institut du cancer de Montpellier et d'autres partenaires évidemment incontournables. Le constat, il a été noté tout à l'heure, hein, c'est qu'en QPV, on note de nombreux points d'écart sur l'accès au dépistage, notamment du cancer du sein, entre les QPV et le département de l'Hérault. Là, en l'occurrence, c'était 16 points sur le premier quartier prioritaire qu'on avait ciblé. Et la stratégie, c'était aussi d'avoir donc une approche très systémique, très globale, très territorialisée, très ciblée, avec une approche autour des trois cancers. Ça, c'est le CRCDC qui nous a amené cette logique-là. C'est-à-dire que si on développe de l'action, effectivement, dans le cas d'Octobre Rose, et vous allez voir qu'en fait, on a sorti les actions du mois d'octobre. Euh, Si on est sur le terrain, ben, on va évoquer les trois cancers et c'est l'objet de ce programme. Donc, les publics cibles, c'est les femmes qui résident dans les QPV. À partir d'une extraction de données des fichiers de l'assurance maladie, on arrive à repérer les femmes non dépistées sur les trois cancers depuis 2 ans. Et donc là, on déploie, je vais enchaîner derrière sur l'action, je reviendrai sur les budgets s'il y a des questions. On déploie une double stratégie à partir du repérage de ces femmes en 2 temps. Un premier mois sur lequel on va appeler ça motivation, mobilisation, mais mobiliser les acteurs du territoire, professionnels de santé, mais aussi euh, acteurs engagés sur d'autres thématiques, sur le social, le médico-social, sur la culture, le sport, etc., qu'on va sensibiliser avec des réunions d'information. On va former les professionnels de santé, et c'est le CRCDC qui s'en charge. Et puis, l'assurance maladie va appeler euh, toutes les femmes repérées donc dans la cible. Et puis nous, on va, avec notre unité mobile, venir régulièrement sur le territoire, en pied d'immeuble, sur des marchés, commencer à passer des messages en proximité. Et la deuxième phase, c'est la phase d'action, où là, effectivement, on va densifier les actions collectives, on va densifier les actions de sensibilisation. Alors, j'ai noté Théâtre Forum, on va financer les professionnels de santé qui vont pouvoir intervenir en proximité. Une petite parenthèse pour illustrer cela, on intervient dans le quartier Gély-Figuerolles qui regroupe une forte communauté gitane. Et donc là, ce qui est ressorti, c'est que les femmes n'avaient pas vu de professionnels de santé, en l'occurrence de sage-femme, depuis leur dernière grossesse. Donc on a financé des permanences en proximité dans les maisons pour tous, qui sont des outils portés par la ville de Montpellier. Et l'orientation, c'est vers le mobile qui vient une journée dans le quartier ciblé et aussi avec des créneaux ouverts, des rendez-vous ouverts dans les centres de radiologie du territoire. Bon, on forme les pharmaciens également et on les sensibilise sur la délivrance de kits. Et en parallèle et en complément, on vient aussi faire des permanences sur les questions d'accès aux droits. Quelques données chiffrées sur l'année 2023. Donc, je vous disais, ce programme, on l'implémente 2 fois par an, donc en mars et en octobre. Mars, on profite aussi de la dynamique de communication autour de Mars Bleu et Octobre Rose, évidemment, avec toutes les déclinaisons possibles, parce qu'on garde évidemment tout le côté événementiel, communication, campagne d'affichage numérique, etc. Et donc, pour les données chiffrées, voilà, je vous les partagerai, peut-être qu'il n'est pas nécessaire de revenir là-dessus, mais on a un réel impact, en tout cas, sur l'accès au dépistage en proximité avec notamment le mobile. On voit qu'il y a des efforts à faire encore sur les frottis et la délivrance de kits. On manque encore un petit peu, on l'évoquait sur la dernière slide là, de M. Comigo, d'évaluation, même si les services de la CEPAM, du CRCDC nous accompagnent énormément sur ce sujet. Rapidement, je l'ai dit, des efforts à poursuivre, mais ce que ça provoque, en tout cas en proximité, réellement, c'est l'interconnaissance des acteurs qui travaillent sur des territoires, mais en silo, et donc on va pouvoir développer une culture commune qui va se poursuivre sans que nous soyons présents sur le territoire. Donc, les professionnels de santé vont rencontrer des professionnels du social, du médico-social, et vont entretenir des relations, vont développer des initiatives aussi tout au long de l'année. Et donc, le projet va pouvoir vivre en dehors de ce programme spécifique.
fluidification des parcours de proximité, et on l'a évoqué aussi, amélioration de la littératie en santé, parce que dans le cadre du contrat local de santé, on a un axe fort aussi sur les questions de médiation. Et donc, on développe un réseau de médiateurs en proximité sur les QPV qui viennent finalement renforcer les dispositifs et les projets de territoire, et notamment tout ce qui est relatif à l'exercice coordonné avec les CPTS, mais aussi les centres de santé et les maisons de santé pluriprofessionnelles que nous pouvons avoir sur notre territoire. Voilà, je vais aller très vite, un peu trop peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Donc, je laisse des liens que je vais vous envoyer dans le chat. Évidemment, nous restons à votre entière disposition pour partager et s'aimer ce type de programme sur notre territoire. Et juste, on parlait de communication. Ça, c'est la dernière campagne que nous avons co-construite à Montpellier avec l'ancienne Ametra, donc en santé. Une campagne très ambitieuse qui a été relayée là aussi sur de nombreux supports et médias et qui voilà, voit un message plutôt cette année centré sur la question de l'autopalpation, parce qu'on a des vidéos pédagogiques qui accompagnent aussi cette campagne de communication globale. Très bien. Merci infiniment, Monsieur Dufour. Bravo en tous les cas pour cette action XXL. C'est vrai que toutes les collectivités ne seront pas, et aussi les besoins ne sont pas, encore une fois, on parle des besoins de son territoire. Donc bravo. Je suis désolée de vous précipiter l'un et l'autre, c'est très intéressant, mais aussi on a besoin de donner la parole aux participants. Est-ce qu'il y a des mains levées ou des questions posées dans le chat? Merci en tous les cas pour toutes les informations aussi et la possibilité de vous joindre. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Pour ceux qui mettent en place des actions, difficultés. Alors, les financements, est-ce que, parce qu'on reste déjà sur vous, est-ce que vous cherchez dans le cadre de répondre à des appels à projets, comment, financement de cette campagne qui est quand même, a beaucoup d'actions, donc qui mérite en effet d'avoir un financement qui va bien avec, donc vous l'avez en tous les cas valorisé là, enfin, vous en avez donné la valorisation. Comment vous allez chercher des financements? Alors, justement, comme on a commencé à Montpellier, je l'indiquais, sur tout ce qui était événementiel, avec notamment ces parapluies, en fait, on s'organise pour faire de la récolte de fonds. Donc, on mobilise aussi les acteurs associatifs qui tiennent des stands. Par exemple, là, on a un grand centre commercial, un centre-ville qui s'appelle le Polygone, qui nous dédie 2 journées chaque année et qui nous permet de récolter 5 000 € par journée. On a les clubs de sport. Alors, ça, c'est une vraie opportunité pour notre territoire, mais par exemple, la vente de maillots roses portés par les joueurs de rugby a rapporté 20 000 €. Ah Euh, oui, vous ne pouvez pas nous les prêter pour qu'on puisse prendre les joueurs de rugby sur mon territoire. Avec plaisir, on peut organiser des transferts si vous le souhaitez. Non, mais voilà, en tout cas, c'est vrai qu'à Montpellier, on a cette chance-là. Et donc, de fait, en termes de valorisation, on a du personnel du CRCDC, 2 personnes de la CEPAM qui sont mises aussi à disposition du projet pour tout ce qui est Ah, c'est phonique. énorme. C'est énorme. Ah oui. Et du CNS, c'est un gros travail de coordination qui nous permet, nous, de finalement faire converger toutes nos politiques publiques vers ce type d'action de proximité. Oui, donc je n'étais pas allée jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'avec vous vous autofinancez quasiment, vous arrivez avec la levée de fonds à vous financer grâce à l'initiative au départ des parapluies roses, vous arrivez maintenant à lever des fonds suffisamment. D'accord, très bien. Je vois la main de Guy Salé. Guy, Saint-Germain-en-Laye. Oui, bonjour à tous. D'abord, un très grand merci pour ces qualités de présentation et où effectivement on s'aperçoit que les communes ont un rôle très important à jouer. Et à ce titre, je voudrais revenir sur trois choses, parce que nous, on fait pas mal. Je vais pas énumérer ce qu'on fait à Saint-Germain, parce que je vois qu'à Montpellier et autres, ils le font. Mais il y a trois choses qui me paraissent essentielles et on n'en a pas assez parlé, même si c'était abordé. On parle de la consommation d'alcool et de la consommation de tabac, sauf que le problème, c'est que la santé, elle n'est pas que l'offre de soins ou le dépistage, c'est beaucoup d'éducation. Hein, la santé, c'est génétique, c'est environnemental, on en a parlé, et c'est l'éducation. Or, on voit qu'aujourd'hui, la consommation d'alcool et de tabac chez les jeunes filles prépubères, voire pubères, nous amèneront nécessairement à des accidents terribles de cancer de l'utérus, des ovaires, aujourd'hui, même, qu'est-ce qui n'est pas le cancer de la femme, du système digestif, et bien sûr le cancer du sein. Et là, on n'a pas cité un partenaire tellement essentiel qu'est l'éducation nationale. On a vraiment un énorme problème pour que ce relais, nous, communes, puisse être fait au niveau des collèges, voire des primaires, pour que l'information passe dès le plus jeune âge. Donc ça, je pense qu'il y a quand même un facteur à porter beaucoup plus pour nous, communes.
Ensuite, on a parlé de la littératie et je remercie beaucoup d'en avoir parlé, sauf que le risque de la littératie, c'est ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui la mésinformation. Hein, c'est pas la désinformation, c'est la mésinformation. Quand il y a trop d'informations, les gens ne sont plus capables, on revient à l'éducation nationale, hélas, à faire la part des choses. Et là, je pense qu'il faut qu'on fasse appel à des gens qui sont très instruits, qui sont non discutables sur leur parti, pour que nous, communes, on puisse relayer leur information dans nos journées de prévention. Et enfin, un autre relais territorial qui, nous, communes, nous intéresse, et on en a parlé récemment avec Véronique, ce sont les CPTS. Je pense que les comités projets territoriaux de santé sont un vrai relais pour qu'on fasse passer les messages. Vous savez que les CPTS, elles couvrent les territoires par bassin de vie. Et dans ces CPTS, il y a des signatures avec l'ARS et la CEPAM, ce qui sont appelés les ACI, des accords conventionnels interprofessionnels. Et la plupart des CPTS ont un ACI sur les cancers, notamment le cancer du sein. Et je pense que nous, communes, on doit être tout à fait raccord avec ces CPTS. Nous, on a la chance, moi je suis membre d'un bureau de CPTS, et vraiment, ça facilite énormément la chose sur l'information, sur les actions de prévention. Voilà, c'était juste un petit aparté, mais je pense que ces 3 points sont importants à développer pour nous. Avec le son, c'est mieux. Merci beaucoup, Guy. Alexandre, un commentaire sur la littératie? Alors, oui, non, je suis d'accord avec tous les commentaires qui viennent d'Hervé. Et justement, ouais, je voulais peut-être rebondir sur le volet littératie spécifiquement. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a un trop plein d'informations et que c'est probablement l'un des problèmes aussi en termes de bonne compréhension de l'information et surtout de la hiérarchisation de l'information, de l'importance des informations. Euh, c'est- mais pour autant, moi, ce que je pense, c'est que c'est pour ça que j'ai insisté sur la dimension organisationnelle et sur le fait que c'est aux collectivités aussi de se rendre compte de ce que c'est la littératie. C'est que on peut pas se reposer que sur Santé publique France ou sur l'INCa, des acteurs qui font des des bons supports d'information qui prennent en compte ces enjeux-là, parce que en fait, ça suffit pas. En fait, la communication est tellement large qu'il faut que ça soit intégré dans quasiment l'ensemble des processus. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut aussi que ça soit intégré, enfin, internalisé à l'intérieur des collectivités territoriales. C'est un peu ça mon. Mais au-delà de ça, je suis complètement d'accord sur le fait que moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de fois des collectivités, elles refont des outils qui existent déjà et donc déjà, c'est une perte de temps, de moyens, mais en plus de ça, ça a tendance à des fois un petit peu complexifier les messages parce qu'on n'utilise pas le même terme que Santé publique France, et à côté, dans la commune d'à côté, ça va être encore un autre terme. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu d'harmonisation et que je ne peux que encourager les collectivités à utiliser des outils nationaux ou des outils régionaux, ne serait-ce que pour une question de moyens, et ensuite de concentrer ses efforts sur de l'adaptation, du ciblage, encore une fois, mais à destination des populations du territoire pour répondre à des besoins très spécifiques. Vous voulez peut-être juste nous donner un petit mot sur les communes du Perche, puisque vous Ah faites oui, ah bah avec partie plaisir. des communes du Avec Perche. plaisir. Bah, vous l'avez remarqué, hein, moi je suis un fervent défenseur du projet de Montpellier, je trouve qu'il est vraiment génial, mais voilà, on s'en est tous rendu compte, toutes les communes ne peuvent pas mettre en place ce type de projet. C'est pour ça qu'on avait souhaité aussi mettre en avant les collines du Perche, qui est un territoire qui est très très rural, et qui, lui, en fait, a une approche pragmatique. C'est ce que je disais au début, on ne peut pas tout faire, donc il faut quand même, quand on se lance sur un plan d'action, il faut prioriser. Donc du coup, eux, bah voilà, ils ont coupé la part en deux, ils se sont dit, nous, on va le faire sur une journée, et donc ils font venir des femmes sur une journée où en fait elles assistent au début de la journée à des ateliers sur l'alimentation, l'alcool, l'activité physique. Il y a même un prof d'activité physique adaptée qui vient. Ensuite, elles ont des entretiens individuels avec des professionnels qui leur parlent du dépistage organisé. Et il y a même une infirmière qui est là aussi pour faire du dépistage col de l'utérus. Donc ça, c'est un petit peu pour le format de la journée. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'en amont, ils ont fait un gros travail de diagnostic de ce qui existe, l'offre, etc. Il y a même eu une étude de faisabilité, donc quand même. Et surtout, comme je disais, ils ont réservé des créneaux chez les radiologues, ce qui fait que pendant les entretiens individuels, ils arrivent à motiver les femmes. Ils leur ont un créneau pour la semaine d'après ou le mois d'après. Et ensuite, et c'est ça qui est vraiment encore plus intelligent, ils viennent les chercher en voiture
et il les amène jusque chez le radiologue. Donc voilà, c'est quand même bon. En fait, je trouve intelligent parce que c'est à ressources contraintes, c'est sur une journée, mais ils arrivent à faire de cette journée la plaque tournante de la prévention des cancers sur leur territoire. Et je pense que quand on n'a pas beaucoup de ressources, il faut peut-être plus s'inspirer de ce type de stratégie plutôt que de vouloir faire une campagne, je ne sais pas, activité physique au mois de mai, une autre campagne alimentation. Enfin, ça, c'est possible que quand on est vraiment une grosse collectivité. Enfin voilà, nous, on a tout à fait conscience que c'est pas faisable partout, quoi. Et si je peux compléter, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Ouais, Oui, oui, pardon. ça va. Oui, Ça m'étonne. Juste pour compléter, quand Alexandre parlait de prioriser, de hiérarchiser, c'est aussi de prioriser à un moment les besoins selon les ressources qu'on peut mettre à disposition. Et là, ce qu'on a vu, par exemple, sur le dépistage, c'est que les besoins, c'est les délais et c'est la logistique, c'est d'accompagner les femmes, de prendre un rendez-vous 2 mois avant, de bloquer une journée chez les radiologues et de leur dire, on sait que vous voulez le faire, on sait que vous avez rien contre, mais ce passage à l'acte, on va vous accompagner pour le faire. Et ça peut être beaucoup plus impactant qu'une campagne multicanaux de communication, etc. très bien. Merci beaucoup. Deux demandes de parole. D'abord, Guylaine Bouvier de Mérignac. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Les présentations là, étaient super riches et bah, ça rejoint plein de questions qu'on se pose et de choses dont j'avais discuté avec Véronique en amont. J'avais une première remarque, c'était sur la diapo de la présentation d'Olivier Dufour là, de Montpellier. Bon, ma diapo préférée, c'est clairement celle où il y a un tableau avec les quartiers, les femmes, le décompte, on va dire, des femmes concernées et puis combien vous avez réussi à en toucher. Je crois que ça, c'est vraiment ce qu'il nous faut aujourd'hui, hein. C'est des chiffres en amont et puis un bilan à la fin. Parce que bah, de toute façon, l'ARS nous parle que de ça aujourd'hui, hein, les données probantes. Donc, il faut qu'on arrive à chiffrer l'impact de nos activités. Donc, ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, j'ai découvert à cette occasion que la CPAM, eh ben, on pouvait travailler avec main dans la main. Donc, il n'y a plus qu'à. Euh, J'avoue qu'on a beau parler de dépistage et de comment on fait pour augmenter la participation au dépistage dans le cadre du contrat local de santé de Bordeaux Métropole. J'avais jamais entendu qui que ce soit dire qu'on pouvait bosser main dans la main avec la CPAM pour identifier au niveau infracommunal les endroits où ça marche moins bien et voire même avoir un décompte super précis des femmes concernées. Donc, dont acte, hein, il n'y a plus qu'à. Donc, je vais essayer d'interagir avec la CPM et la CRCDC du coin pour identifier ces femmes-là, parce que, enfin, typiquement, moi, ça me parle, c'est vers ça qu'on veut aller, avoir quelque chose, même Montpellier avec ses moyens, vous l'avez bien dit, on ne peut pas tout faire, donc il faut prioriser une action, et ça va nous y aider. Et du coup, j'avais une autre question. Oui, c'était par rapport à la main mobile. Bon, vous l'avez bien dit, tout le monde n'en a pas. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos un peu sur ce dispositif et qui c'est qui le porte et... Voilà, merci beaucoup. Ce que je vous propose, merci beaucoup Guylaine. Comme nous avons des élus très engagés en Nouvelle-Aquitaine, on va leur demander de poser à toutes, que ce soit Zeneb Lounici de la métropole, Sylvie Justom de la ville de Bordeaux, posez vos questions et comme ça il y aura une réponse groupée mais personnalisée bien évidemment. Merci mesdames. Zeneb? Oui, merci de me donner la parole. En effet, c'est vrai que dans la ville de Pessac, où je suis élue à la santé, nous mettons en place beaucoup d'actions santé et puis nous travaillons au sein du contrat local de santé, c'est vrai. Non, moi, je voulais quand même ajouter un chiffre qui nous alerte. Moi, le cancer du sein et les maladies du sein, c'est mon métier. Je suis radiologue, plus exactement sénologue au CHU. Donc, je ne fais que du sein depuis maintenant plus de 20 ans. J'ai vu naître pratiquement le dépistage organisé du cancer du sein et je l'ai vu se généraliser au 1er janvier 2004. Je crois que la première personne nous avait fait un petit peu l'historique. Alors, ce qui nous inquiète actuellement, c'est que la France, elle est champion européen du nombre de nouveaux cas de cancer. On est actuellement à 105,4 femmes pour 100 000 qui sont atteintes d'un cancer du sein. Alors, en comparaison, l'Italie, ils sont à 87 femmes, l'Espagne à 81 et l'Allemagne à 77. Donc, et on pense
que ce particularisme français, alors on est sur le podium, mais on est vraiment pas fier d'être sur ce podium. Il est dû non pas à une augmentation du dépistage, hein. On voit bien que les taux de participation, alors qu'en 2010-2011, ils étaient au maximum à 52%, ils ont baissé et de manière très importante avec la crise sanitaire. Ils se sont un petit peu redressés, mais pas beaucoup, puisqu'on est à 46%. Le dépistage individuel, il est à 10-11%, comme vous l'avez dit. Donc, au final, on est à 60% au mieux, on même pas de femmes qui se font dépister, mais c'est pas pour autant qu'on a amélioré le taux de participation. Donc, on pense que ce particularisme, il est dû justement au mode de vie, et c'est-à-dire aux facteurs de risque qui ont largement été débattus et qui sont évitables, c'est-à-dire l'obésité, c'est notamment après la ménopause, c'est-à-dire l'alcool, c'est-à-dire la sédentarité, c'est-à-dire l'absence d'allaitement maternel et c'est-à-dire quelques traitements hormonaux qui sont de moins en moins importants actuellement. Donc, je voulais quand même rajouter à ces chiffres clés le fait que la situation en France n'est pas bonne. Et heureusement que nous savons traiter ces cancers, parce que, et c'est pour cela d'ailleurs qu'on arrive malgré tout à diminuer la mortalité de 1,4% à peu près par an. Donc ça, c'était le premier élément que je voulais apporter. Le deuxième élément, c'est que, ben oui, les communes, elles savent faire de la santé. On en est convaincu, sinon on ne serait pas au sein de ce réseau. Et si la santé est une compétence de l'État, ben, il arrive que des communes font mieux que l'État pour mobiliser, pour faire en sorte que ce dépistage organisé augmente. Après, le terme que j'ai beaucoup aimé, c'est la personne qui a dit il ne faut pas faire de promotion sauvage du dépistage. C'est tout à fait vrai, parce que le dépistage organisé, ben, il a des effets délétères qui sont, on n'en a pas parlé, le surdiagnostic, le surtraitement, les faux positifs, donc tous les éléments sur lesquels il est attaqué, et à juste titre d'ailleurs, parce que ce sont des choses factuelles qui existent. Et je suis un petit peu étonnée qu'on ne nous parle pas de l'étude MyPeps, notamment la personne de l'INCa, l'étude MyPeps qui va sortir en 2025 et qui va peut-être révolutionner le dépistage organisé. Et plutôt qu'avoir un dépistage organisé taille unique, comme on l'a maintenant, on va avoir un dépistage organisé en fonction du risque individuel. Donc voilà, il faut tenir encore ce dépistage organisé tel qu'il est et le soutenir parce que c'est important, ça sauve des vies, ça permet de moins traiter, de mieux traiter. Mais je pense qu'à moyen terme, on aura une forme de dépistage différent. Personnellement, moi, je l'attends. J'espère que ce dépistage individuel, basé sur le risque individuel, va arriver et ben, les institutions pourront peut-être le mettre en œuvre rapidement. Bien sûr, ça, si c'est les résultats de l'étude de MyPeps le prouvent. Voilà, merci de m'avoir écouté et encore merci pour ces présentations. Merci beaucoup, Zeynep. Peut-être avant de donner la parole, puisqu'il y a une autre question également de Karine. On est à la fin de notre, mais pour pouvoir, si tout le monde est d'accord encore, de rester 5 minutes. Alexandre, alors sur la main mobile, Olivier Dufour a mis le lien euh, pour avoir plus d'informations sur la main mobile. Donc, Guylaine, tu as le lien dans le chat. Alexandre, des commentaires rapides sur ces deux interventions? Bah, juste sur la main mobile, mais ma collègue complétera, hein, Sarah, qui travaille vraiment sur le cancer du sein. Moi, je travaille plutôt sur la mobilisation des collectivités. Ma mobile, why not? Mais ma mobile, encore une fois, avec une bonne stratégie de ciblage. Sinon, enfin voilà, il faut quand même avoir conscience que ça a un intérêt si on va chercher des gens qui ne participeraient pas à la base. Parce que si on fait participer des gens qui de toute façon allaient se faire dépister, quel est Mm. l'intérêt? Donc c'est mon commentaire sur la mammophobie. Je sais pas si toi, Sarah, ça t'appelle d'autres commentaires. Non, c'est juste que ça peut, voilà, ça peut s'intégrer dans une stratégie un peu globale. Après, on reste aussi un petit peu, c'est à prendre avec précaution. On n'a pas de, comme on parlait des données probantes, on n'a pas encore toutes les données probantes aussi d'impact autour de ces dispositifs. C'est pas des dispositifs magiques. C'est vrai que voilà, on en parle pas mal, mais aussi à intégrer dans une stratégie globale. Très bien, parfait. Ensuite, Un commentaire, sur les oui. nouveaux cas de cancer, peut-être, enfin, il n'y a pas de commentaire en tant que tel, mais je pense que c'était, enfin, le particularisme français, je pense que c'est un plaidoyer évident sur la prévention primaire, et c'est pour ça qu'on a voulu aussi faire le focus là-dessus. Quand on fait Octobre Rose, faisons de la prévention primaire aussi, et faisons de la prévention primaire
en dehors d'Octobre Rose aussi, et insistant sur la particularité de l'alcool chez les femmes. Il y a une très très bonne recommandation là, de la HAS qui vient de sortir, qui est un peu longue, mais qui rebase vraiment tout ça et qui dit que il va falloir qu'on avance sur cette question de la communication du risque alcool vis-à-vis des femmes. On concentre tout sur la période de la grossesse, alors que comme je l'ai expliqué, les vraies problématiques, elles sont liées au fait d'une vulnérabilité des femmes qui est beaucoup plus accrue à l'alcool pour vraiment diverses raisons. Donc, allons-y. La prévention primaire, enfin voilà, je ne l'ai pas replacé, mais on peut éviter 40%, presque 50% des cancers si on agissait sur les comportements et les environnements qui sont délétères à la santé. Donc, c'est évidemment un plaidoyer très, très important. Très bien. Entièrement Sylvie, d'accord. Karine, je vous propose de poser vos deux questions et comme ça, il y aura une réponse également regroupée et personnalisée. Oui, Sylvie, merci beaucoup. Merci Véronique, merci beaucoup pour l'organisation de ce webinaire et la qualité des présentations. C'est très, très précieux et inspirant. Évidemment, je suis aussi à la métropole, hein, dans le CLS Métropole, et on fait beaucoup de choses. Et ça va devenir d'ailleurs l'axe prioritaire pour notre CLS bordelais, le troisième CLS qu'on est en train de construire avec les habitants. C'est vraiment la priorité des priorités, la prévention des cancers. Et pas spécifiquement le cancer du sein, y compris pour les femmes, mais les trois cancers en dépistage organisé. Alors, je ne parle pas enfin, si, justement, je vais parler du colorectal parce qu'il y a quand même un problème de couleur, hein. On dit octobre rose, rose c'est pour les femmes et mars bleu, du coup, ça devient exclusivement pour les hommes, alors que c'est la deuxième cause de mortalité par cancer chez les femmes. Donc, ça aussi, il faut augmenter sa littératie en santé et essayer de faire passer des messages qui soient vrais et qui soient efficaces, quoi. Et moi, ma question, c'était sur les relations que vous pouvez avoir avec l'ARS, parce que nous, on a d'excellentes relations avec le CRDC Nouvelle-Aquitaine, qui nous a d'ailleurs demandé une lettre de soutien du maire de Bordeaux à l'égard des coupes, enfin, des restrictions et des réductions finalement de campagne que leur impose à travers l'ARS, le ministère de la Santé. Un mot aussi sur les CPAM. Donc, depuis avril, c'est vraiment une révolution. On a maintenant effectivement accès à des données de la CPAM, mais ça a été quand même presque 4 ans de bras de fer là-dessus. Avec l'ARS, c'est pas toujours simple non plus. Pour essayer d'imposer la participation, la gouvernance des collectivités locales dans les CPTS, qui sont une création de l'ARS, c'est pas évident, mais ça commence à se faire parce qu'on ne lâche pas le morceau. Et puis, je voulais aussi dire que c'est pas forcément à l'État de gouverner la santé, puisqu'il y a une réforme, il y a eu une réforme qu'on nous a présentée hier sur la comparaison entre le système de santé danois et le système de santé français. Et donc, les villes ont maintenant la gestion de la promotion de la santé, de la prévention et de la santé au quotidien, notamment via les médecins traitants, alors que les régions ont la responsabilité de l'hospitalisation et des situations d'urgence et de gravité pour les habitants. Donc c'est une organisation complètement révolutionnaire qui reconnaît pleinement le rôle des collectivités, des communes en particulier, dans leur proximité et dans leur connaissance du territoire et des inégalités territoriales et sociales de santé qu'elles ont à combattre, et en particulier via les ateliers santé-ville, les CLS, etc. Bon, je fais très bref et très précipité, mais merci beaucoup. beau, beau plaidoyer, Sylvie, beau plaidoyer. Karine, ta question. Bonjour. Je suis arrivée un petit peu en retard, donc peut-être que j'ai pas entendu tous les facteurs de risque, mais enfin, je suis ravie que vous parliez de l'alcool en particulier, parce que souvent c'est vraiment méconnu. Mais par contre, du coup, j'ai pas entendu parler des perturbateurs endocriniens. Et je ne sais pas si vous avez reçu le livre rose d'André Cicolella du réseau Environnement Santé, qui est vraiment un livre sur le thème de cancer du sein et perturbateurs endocriniens. Et en fait, j'ai tendance à ressentir que c'est soit on fait de la prévention sur les perturbateurs endocriniens et le cancer du sein, soit sur les autres facteurs de risque. Et je trouve dommage qu'on ne mette pas voilà, tout ensemble. que, voilà, en tout cas, quand j'entends André Cicolella parler, il parle jamais d'alcool, clairement, comme si ça n'existait pas, voilà, ce qui est pas normal. Mais du coup, je vous entends pas parler non plus de perturbateurs endocriniens. Et en Ouais. fait, comme il y a plusieurs types de cancer du sein, je suppose que
enfin, voilà, ça, En peut-être que c'est pas fait, les mêmes, mais je trouve que c'est important. c'est pas du tout une histoire de le nier. Je pense que c'est très lié au fait que ça prend du temps d'intégrer ces nouveaux résultats scientifiques, etc. Mais du coup, nous, on l'exclut pas. Mais nous, on a plutôt une approche par rapport, par exemple, aux pubertés précoces, parce qu'on sait que du coup, ça expose à une plus longue période euh, aux oestrogènes, etc. Et c'est ça, enfin, voilà, ça, c'est des facteurs de risque. Donc, je pense qu'on le prend plutôt comme ça. Mais en fait, on le prend aussi en termes d'ordre de grandeur. C'est-à-dire que ça n'atteindra vraiment jamais, enfin, je sais pas, peut-être à l'avenir, mais j'espère pas. Mais en tout cas, ça fera jamais les 8000 cas de cancers annuels qui sont liés à l'alcool. Donc, encore une fois, on est sur une notion de priorisation. Et voilà, c'est juste comme ça. Par ailleurs, je sais que de plus en plus, les collectivités s'emparent du sujet des PE, donc je pense que ça va venir, hein, mais non, voilà, on le reconnaît, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'on met l'accent déjà sur l'alcool parce qu'il y a un vrai problème de compréhension. Très bien. Un commentaire, Alexandre, juste pour terminer sur l'intervention de Sylvie, qui est même allée jusqu'à aller plus loin sur le rôle des À faire la communes. révolution, ouais, ouais. Non, mais en fait, bon, bah, enfin, je suis pas bien placé pour répondre à ça, mais par contre, nous, dans notre stratégie de plaidoyer, ce qu'on dit, c'est que effectivement, les collectivités n'ont pas de compétences, on va dire, à proprement parler dans le domaine de la santé, mais elles ont des compétences qui permettent d'agir sur les déterminants de la santé. Et je pense que plus elles montreront qu'elles ont un impact sur la santé via ces mécanismes-là, de déterminants, agir sur l'urbanisme, etc., plus on va leur reconnaître un rôle dans le système de santé jusqu'à peut-être un jour renverser la table et aller vers ce que vous dites, une reconnaissance pleine et entière de leurs compétences enfin, voilà, de leurs compétences sur la santé. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'évaluation, parce que c'est là aussi que se joue l'avenir des choses. Si on réussit collectivement à montrer l'impact, on fera beaucoup avancer ce point-là, je pense. Bon, bah écoutez, on a dépassé notre temps, on a pris 10 minutes de plus. Merci à ceux qui ont pu rester. Vraiment, c'était extrêmement riche. Je pense que vous avez pu mesurer l'intérêt et on a encore beaucoup de monde à cette heure-ci. Donc, merci à tous. Merci pour cette présentation à trois voix. C'était vraiment à la fois très complet, très complémentaire. Merci à tous les participants, puisque votre présence montre l'intérêt. Donc, comme déjà évoqué, mais je le redis, vous aurez accès au replay. Autant le réécouter. Il y a des choses tellement, Alexandre a dû aller assez vite sur certaines choses. Et également, donc, accès à la présentation. Monsieur Dufour, on ne vous a pas demandé si vous êtes d'accord également de laisser votre présentation, si vous pouvez l'envoyer à notre chargé de mission. Merci à tous. À très prochainement, donc, alors, il y a Yves Charpak qui est là, mais Yves, je crois que tu ne peux pas parler. Donc, si tu peux parler, tu prends la parole. Sinon, donc, on a le prochain webinaire le 7 novembre. Là, on va parler de l'européanisation et surtout de la démarche sur la coordination des urgences sanitaires avec Sylvie Briand. Donc, c'est un autre sujet, mais tout aussi intéressant également pour nous. À très bientôt. Merci à vous et on reste en contact. À bientôt. Merci, bonne journée. Merci. Merci. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir.